Salut, c'est Marion Denis et vous écoutez Jeune et Brillant. Un podcast qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs envies, mais aussi leurs moments de vie. Ici, on parle de tout, sans tabou, sans tabou, sans tabou, sans tabou, sans tabou, sans tabou. Jeune et brillant, jeune et brillant. Jeune et brillant, jeune et brillant. Aujourd'hui, je reçois Camille. À 28 ans, elle a fait un choix courageux. Reprendre ses études pour se lancer dans un tout nouveau projet professionnel, devenir magistrate. On va parler ensemble de ce que ça veut dire de se reconvertir à un âge où souvent on nous dit qu'il faudrait déjà avoir trouvé sa voie. Bonne écoute! Camille, bienvenue sur Jeune et Brillant. Merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode où on va parler un petit peu de reconversion, de reprise d'études. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, je suis une personne pleine de joie de vivre, j'aime la vie, j'aime profondément la vie. J'ai une maman qui est franco-vietnamienne et un papa qui est polonais. Donc j'ai baigné et grandi dans un environnement multiculturel, ce qui a contribué à forger la personne que je suis aujourd'hui et qui m'a dotée d'une très grande curiosité, d'une très grande ouverture d'esprit et aussi d'une envie de voyager, de découvrir le monde, un vrai appétit pour découvrir le monde. J'ai un parcours qui est assez atypique. Je travaille depuis plus de 6 ans maintenant dans la tech. Je suis manager dans un cabinet de conseil. Et depuis 3 ans, j'ai décidé de me reconvertir et de reprendre des études de droit pour devenir magistrate. Et j'espère que cet épisode pourra peut-être aider certaines personnes à oser changer de voie, parce qu'il n'y a pas de voie toute tracée dans la vie, il n'y a pas d'âge pour changer d'existence. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue ses rêves, ni perdre la petite étincelle qui se niche au creux de notre ventre et qu'on a tendance à laisser de côté parfois quand on devient adulte. T'as fait quoi comme études avant de décider de reprendre tes études ? J'ai un parcours scolaire très classique. Moi, j'aimais beaucoup l'école, j'adorais l'école. Enfin, je pense qu'au-delà de l'école, j'aimais surtout apprendre. Dans la culture asiatique, vraiment une vraie culture de l'excellence. Donc c'était important que j'ai des bonnes notes, que je ramène des bonnes notes à la maison pour pas décevoir mes parents et surtout ma mère. Je devais toujours être dans les 3 premières, sinon je savais que ma mère allait être déçue. Et j'ai aussi eu la chance de grandir et d'évoluer dans un environnement où les études étaient valorisées. Et on valorisait beaucoup la réussite par l'école. Ma mère était professeure d'anglais, je dis était parce qu'aujourd'hui elle est à la retraite, et mon grand-père était énarque. Et donc très jeune, ma mère m'emmenait au musée, voir des expositions, au théâtre, au cinéma. Elle m'a fait lire des livres, des classiques. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma construction d'adulte. Et qui m'a aussi permis d'élargir mes horizons par rapport aux programmes scolaires qui sont parfois un peu étriqués, qui m'a permis de m'ouvrir et de penser aussi un peu différemment. Pour répondre à la question, j'arrive au lycée, je savais pas forcément trop ce que je voulais faire de ma vie, je m'étais pas trop posé la question. J'ai eu une scolarité sans heurts, mais par contre j'admirais beaucoup mon grand-père, qui est un homme qui était très charismatique, très brillant, un excellent orateur, et qui est quelqu'un qui est parti de rien. Il venait d'une famille extrêmement pauvre, et qui a réussi, grâce à son intelligence qui était assez exceptionnelle, est parvenu à se hisser parmi les plus hautes sphères. Et moi je savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais être comme lui. Je voulais avoir la même vie que lui. Mais il faisait quoi du coup ? Il a été énarque, mais après il a fait quoi ? Il a travaillé, il était administrateur d'outre-mer. Donc il a travaillé au Vietnam, il a travaillé à Madagascar. Au Vietnam, il a travaillé au ministère de l'Information. Après, il s'occupait
Il était administrateur d'une province à Kanto. Et ensuite, à Madagascar, il travaillait pour le ministre de l'économie. Et ensuite, après, il s'est reconverti. Il a travaillé plutôt dans le monde de l'entreprise. Et à la fin de sa vie, quand il a pris sa retraite, il a écrit des livres pour raconter sa vie et tout ce qu'il avait fait. Et donc, je voulais avoir la même vie que lui. Donc, je voulais voyager, je voulais avoir des responsabilités, je voulais vivre une vie qui soit un peu excitante, je voulais vivre 1000 vies, je voulais pouvoir raconter des anecdotes le soir au dîner et pouvoir écrire des histoires. Et très jeune, les livres et la littérature ont une grande place et une grande importance dans ma vie. Donc, c'est quand même très vague, c'est pas un vrai métier. Et comme j'avais pas forcément une idée précise de ce que je voulais faire, je décide de m'orienter vers des études plutôt généralistes. Donc j'intègre une classe préparatoire HEC pour préparer les concours des grandes écoles de commerce. Donc je fais ça pendant 2 ans. Et après je une école de commerce. Et là, j'arrive en école de commerce et en fait, c'est un peu la douche froide parce que je me sens pas du tout à ma place. Je me sens complètement déconnectée des gens. Moi, je suis quelqu'un de très indépendant. J'aime bien penser par moi-même. J'ai besoin de passer du temps seule, de me nourrir de plein de choses différentes. Et après, je critique pas du tout le système des écoles de commerce. Enfin, je pense que c'est pas fait pour moi, mais je pense qu'il y a des gens qui s'épanouissent pleinement dedans. Mais voilà, ce système de quand tu arrives en école de commerce, tu dois postuler pour t'inscrire et faire partie d'associations. Ah ouais, ça te plaisait pas ça ? Ah, pas du tout. Je trouve que, sans vouloir être péjorative, encore une fois, et c'est vraiment moi, mon propre ressenti, et je critique pas les gens qui apprécient ça, je trouvais qu'il y avait un aspect un peu moutonnier. Tu vois, t'intègres l'association, tu dois faire tout avec les gens, tu dois faire tout comme eux, t'as ton pull de l'association pour montrer que tu fais vraiment partie d'un collectif, etc. Moi, ça me fait trop bader aussi. Ouais, et franchement, moi, c'est pas du tout ma vibe, quoi. Enfin... Après, je trouvais ça cool parce que, par exemple, t'avais des associations artistiques qui te permettaient de creuser ou d'apprendre. Il y avait une association, je pense que t'as ça un peu dans toutes les écoles de commerce, il y avait une association de communication, tu pouvais te former à la vidéo, etc. Donc là, c'est vraiment intéressant. Mais ouais, c'était pas trop... Je me sentais pas vraiment à l'aise et à ma place. Mais je me disais, bon, j'y suis, ça va venir. On se dit toujours, ça va venir, mais en fait, ça vient pas. Et en 2e année, je pars, je fais un échange d'1 an. Je pars en Chine pendant un semestre à Pékin et pendant un semestre au Canada à Vancouver. Donc là, j'ai adoré. Cette année où j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé en Chine, j'ai voyagé au Canada, j'ai fait un voyage aussi incroyable à Hawaï. Donc là, c'était vraiment tout ce que je voulais faire et c'était un peu aussi ce que je voulais faire, ce que j'avais en tête quand j'ai intégré une école de commerce. Je voulais voyager, quoi. Ouais, je voulais voyager. Élargir un peu mes horizons, découvrir le monde, rencontrer des personnes différentes. Donc c'était vraiment une très belle année. Et après cette année, vient l'année césure, où je dois commencer à te confronter au monde du travail et à chercher des stages. Et là, on en est toujours au même point. Je sais toujours pas trop ce que je vais faire. Mais je suis assez créative. Je suis très attirée par le monde de l'art. Je faisais beaucoup d'activités artistiques quand j'étais enfant. J'ai fait du théâtre, j'ai pris des cours de dessin, je faisais du piano. Donc je me dis, pourquoi pas développer cet aspect-là. Et je suis aussi très attirée par le côté savoir-faire et artisanat dans le monde du luxe. Moi, je pense que j'avais une vision très naïve et un peu fantasmée de l'industrie du luxe. Donc je cherche des stages, je postule. Le monde du luxe, le secteur du luxe, c'est un milieu qui est quand même assez fermé. Très fermé, très compliqué. Il y a beaucoup de concurrence, il y a peu de places, les places sont chères. Et même quand tu cherches un stage, c'est assez compliqué. Donc je trouvais pas forcément de stage. Mais comme je suis quelqu'un de très déterminé, je me suis dit, je vais trouver... la marche pour l'instant est trop haute, donc je vais essayer de trouver une passerelle.
qui me permettra ensuite d'accéder à ce que je veux. Donc je change un peu de stratégie et je postule pour faire un stage dans une agence de design qui spécialise dans le luxe, qui travaillait justement avec des grandes maisons. Et je fais une candidature spontanée sur LinkedIn, je démarche des agences, j'envoie un CV et ça marche. Donc comme quoi, des fois, le culot, ça fonctionne. Et en vrai, on perd pas grand-chose parce qu'au pire, on te répond pas et au mieux, t'es pas à l'abri d'avoir une bonne surprise. Donc le stage se passe, c'était 6 mois, ça se passe bien. C'était quoi l'agence ? C'était ça s'appelle Chic. Je connais pas. Voilà, c'est une agence qui est spécialisée dans tout ce qui est vin et spiritueux et parfums et cosmétiques. Moi, je travaille plutôt dans le pôle parfums et cosmétiques, donc c'était une vraie chance. J'ai pu travailler avec des belles maisons. Ça m'a permis aussi de mettre un premier pied dans le monde de l'entreprise. C'était assez créatif parce que quand tu travailles pour une agence, tu as des briefs, c'est vrai que je fais les choses un peu à l'envers, je n'ai pas trop expliqué en quoi ça consistait. Mais en fait, grosso modo, donc moi, je travaillais au sein du pôle parfums et cosmétiques. J'étais chef de projet. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche quand je dis ça. Et je travaillais pour donc tu as plusieurs clients. Donc, par exemple, travailler pour Guerlain, pour L'Oréal, etc. Des RP, quoi, en gros. Non, c'était plutôt des packaging, des campagnes de mailing. Ok. C'était pas encore hyper développé, mais tu avais aussi une partie digitale. Donc, par exemple, tu avais une maison qui voulait refondre toute sa DA. On disait pas DA à l'époque, mais qui voulait refondre toute sa DA sur leur site de e-commerce. Vous disiez quoi à l'époque ? Je sais pas, je disais... C'est vrai, qu'est-ce qu'on disait ? Le site, ils voulaient refaire une refonte de leur site internet. Okay. Donc, je faisais un benchmark. J'ai fait beaucoup de benchmarks aussi en point de vente. Donc, tu y vas, tu te fais passer pour une cliente, tu vois un peu les phrases d'accroche qu'ils utilisent. Donc, franchement, c'était hyper intéressant. Ça m'a permis aussi de développer une vraie culture du luxe, du secteur des parfums et des cosmétiques. Ensuite, j'ai fait un deuxième stage chez Cartier. Donc, ma stratégie a marché. Ça m'a permis de rentrer un petit peu de rentrer dans le monde du luxe. Là, je travaillais au département formation. Toujours dans l'univers des parfums, donc c'était hyper intéressant parce que Cartier est je crois que c'est des 5 seules maisons en France à travailler avec un nez, donc un parfumeur. Et donc c'était hyper intéressant, c'est une très belle maison. J'ai retrouvé justement ce côté un peu artisanat, savoir-faire que je recherchais. Donc j'ai vraiment adoré, je m'occupais de développer tous les contenus de formation à destination de la force de vente. Donc ça pouvait être organiser des séminaires de formation et les animer, donc c'était en anglais, et ça pouvait être aussi créer du contenu pour les modules de e-learning. Donc c'était hyper intéressant parce que c'était sur l'univers de la maison, les produits, les nouveautés, quels mots utiliser. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et ensuite, ma dernière année d'école de commerce, j'ai choisi de la faire en alternance pour me professionnaliser. J'ai un peu essayé d'optimiser mon école de commerce. Tu vois, la première année, je suis restée à l'école. La deuxième année, je suis partie à l'étranger. Après, j'ai fait une année de césure. Et la troisième année, j'ai fait une alternance. Je me suis dit, je veux me mettre je voulais toujours continuer dans la voie du luxe. Je savais que c'était un milieu assez fermé et je me suis dit ça va me permettre de me créer un réseau et aussi d'accumuler un peu plus d'expérience. Ouais. Donc là, j'intègre un grand groupe de cosmétiques français dont je tairai le nom. Et en fait, ça se passe bien, le travail me plaît, mais je commence à me rendre compte que je sais pas si je suis vraiment faite pour ça, parce que le milieu du luxe, c'est quand même un secteur qui est très chippy, c'est très féminin, c'est beaucoup de femmes. Comme je le disais précédemment, il y a beaucoup de concurrence. Il y a une mauvaise ambiance ? Ouais. Après, ça dépend, parce qu'honnêtement, j'ai adoré mon expérience chez Cartier, j'ai adoré mon expérience en agence, il y avait une très bonne ambiance. Je pense que ça dépend, je veux pas faire de généralité, je pense que ça dépend aussi des équipes dans lesquelles on tombe, mais globalement, c'est quand même pas, c'est connu pour pas être les environnements les plus bienveillants, parce que comme la concurrence est rude, les places sont chères, et les gens... sont pas là pour être tes amis, quoi. Voilà, c'est ça.
Et s'il y a une opportunité de te marcher dessus, enfin moi c'est pas ma mentalité, c'est pas comme ça que je suis, mais s'il y a une opportunité pour te marcher dessus, pour avoir ta place, les gens vont pas hésiter à le faire. Et je travaille vraiment beaucoup. Je faisais des très grosses journées de travail. Après, c'était pas forcément ça qui me gênait, parce que j'ai une grosse capacité de travail. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi quand j'ai repris mes études en droit. Mais c'était plus le fait que je trouvais pas forcément du sens à ce que je faisais. Et je commençais à être gênée de me dire que je travaillais, je sais pas, de 8h à 20h pour trouver des concepts de coffrets de Noël, skincare, etc. pour vendre plus de crèmes. Et pour vendre des crèmes qui coûtaient très cher, qui n'avaient pas une compo forcément hyper clean. Et je trouvais pas trop de... J'étais un peu... Tu trouvais pas de sens. Je trouvais pas de sens et j'étais un peu gênée. J'étais un peu mal à l'aise de me dire que mon travail, c'était de faire des coffrets pour faire en sorte que les clientes, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même plutôt des femmes qui achètent ce genre de produits, pour que les clientes achètent plus consomment plus, et qu'on leur vendait une part de rêve qui reflétait pas forcément la réalité quand on voit les coulisses de comment ça se passe. Donc je finis mon année, j'avais une opportunité pour rester, mais finalement ça se fait pas. Mais t'avais pas spécialement envie de toute façon, si. En fait, à ce moment-là, je savais pas trop. Je trouve qu'aussi, les écoles de commerce, c'est un système où, tu vois, tu fais 2 années de classe préparatoire, où tu travailles énormément, donc t'as pas forcément beaucoup de temps pour te développer toi, développer tes passions, tes centres d'intérêt, etc. Parce que je trouve que pour se développer des passions et des centres d'intérêt qui sont forts, il faut avoir du temps, il faut s'ennuyer. Et en prépa, t'as pas réellement le temps parce que tu travailles beaucoup. Et après, t'arrives en école de commerce et on te demande tout de suite, dès la rentrée, de postuler pour adhérer des associations. Alors que t'as des centres d'intérêt, mais je veux dire, t'as pas forcément vraiment eu le temps de beaucoup te construire par rapport à ça. Donc, ce que j'ai choisi quand j'étais en école de commerce, quand je suis rentrée, en plus, j'avais 20 ans, ce serait peut-être pas ce que je choisirais aujourd'hui, tu vois. Et ensuite, très vite, tu dois faire des stages. Mais pareil, t'as pas vraiment eu le temps de faire un travail sur toi pour savoir ce qui t'intéresse et ce que t'as envie de faire. Et après, t'enchaînes les stages, tu fais ton année d'alternance et t'arrives à la fin. Il faut chercher du travail, mais t'as pas vraiment encore réfléchi à... T'as enchaîné les stages et... tu sais pas vraiment qui tu es, quoi. Et surtout, je trouve qu'en France, et je pense que dans le système anglo-saxon, c'est assez différent, mais je trouve qu'en France, on a très vite tendance à t'enfermer et à te cataloguer. Par exemple, t'as fait des stages en marketing dans le luxe. Si tu ton CV... si tu postules à autre chose, on va te dire, en fait, je comprends pas pourquoi vous postulez chez nous. Moi, je vous vois faire du marketing chez Chanel... Alors qu'en fait, pour moi, les compétences, elles sont transférables. Enfin, je veux dire, même si c'est pas le même type d'univers et le même type de produit. Puis on a le droit de changer de secteur aussi, quoi. Alors que je trouve que dans les pays anglo-saxons, on va plutôt regarder vraiment tes skills et ce que tu sais faire et voir concrètement et poser beaucoup plus de questions concrètes. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas forcément... cette mentalité-là en France. En plus, moi, je m'étais vraiment spécialisée plutôt sur tout ce qui était retail, dans le luxe. Donc, c'est pas forcément les métiers qui embauchent le plus. Globalement, quand tu veux faire du marketing, c'est soit tu fais du marketing développement, donc c'est le marketing un peu plus créatif, donc c'est tout ce qui va être autour de la conception des produits, ou soit tu fais du marketing opérationnel. Là, c'est plutôt en aval, une fois que le produit a été créé, c'est comment tu le commercialises, au travers des différents pays, à travers différentes opérations promotionnelles, organisation de pop-up, organisation d'activités en point de vente, etc. Donc moi, en fait, j'étais un peu entre les deux, donc je rentrais pas vraiment dans une case. Quand je postulais à des jobs en marketing développement, on me disait que j'avais pas assez d'expérience, et quand je postulais à des jobs en marketing opérationnel, on me disait que j'avais plutôt un profil pour faire du marketing développement. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc en fait, comme je suis quelqu'un d'assez persévérant, je me suis dit que j'avais pas fait tout ça pour rien. Je me suis dit que j'avais jamais redoublé quoi que ce soit, donc j'ai décidé de refaire un stage.
Donc j'ai acheté une convention de stage. Et t'étais jeune en plus à cette époque-là, t'avais quoi? 24 ans. Ok, ouais. Donc en vrai... Ouais. Et T'as acheté une convention de stage? De stage, parce que mon école voulait pas T'en faire une? Ouais, parce qu'ils ont dit... En fait, ils considéraient que comme j'avais déjà fait une alternance, c'était suffisant. Ouais, okay. Donc j'ai acheté une convention de stage et je suis partie en Suisse faire un stage dans un autre groupe de cosmétiques. Et là, c'était un stage en marketing opérationnel, plus spécifiquement sur toute la partie travel retail. Donc je me suis dit, ça va justement permettre de compléter mon profil et de me doter d'une partie un peu plus analytique et une autre vision du marketing que j'avais pas forcément. Ouais. Et donc je fais ces 6 mois. Alors j'aime pas du tout la Suisse. Vraiment, Ah ouais? Ah ouais, j'aime pas du tout. C'est que j'y suis jamais allée moi. En fait, moi, j'aime les villes méditerranéennes. Ouais, j'adore Marseille, pleine de vie, où il y a du bruit, où il y a du soleil, où les gens ils sont chaleureux. Et là, c'est très lisse, c'est très aseptisé. Okay, ouais. En plus, j'ai été stagiaire, donc c'est une ville où c'est très très cher. Donc pour pouvoir faire des choses, il faut avoir de l'argent. Ouais. J'avais un salaire de stagiaire qui était... En fait, ton salaire de stagiaire quand t'es en Suisse, c'est ton salaire quand tu démarres un CDI à Paris. Okay. Tellement la vie est chère. Ah oui, d'accord. Mais bon, quand même... tu peux toujours pas... Tu peux, mais t'es quand même assez limité. Pour trouver un logement, c'est compliqué. À Genève, t'as une vraie pénurie de logements. Enfin, en tout cas, quand j'y étais. Okay. Je crois que le pourcentage, ça m'avait choqué. On m'avait dit, c'était... t'as 0,4% de logements disponibles. Waouh. Ouais. Ah ouais. Et en plus, j'étais jeune. Les gens qui sont là-bas, c'est plutôt des gens qui ont la trentaine... qui ont déjà fondé leur famille, qui ont fait quelques années à Paris, qui ont envie de quelque chose de plus calme, donc c'était pas forcément mon c'est mood. Pas une ville de jeunes. Oui, voilà, et pour rencontrer des gens aussi. Tu vois, par exemple, Paris, Londres, New York, je pense que c'est des villes où t'arrives, t'es jeune, tu peux facilement rencontrer des gens. Ouais. La Suisse, franchement, pas trop. Et en plus, moi, j'étais pas trop dans cette optique-là parce que je me disais, je reste 6 mois, j'ai pas envie de rester, je le fais juste pour l'expérience, donc j'ai pas non plus forcément cherché à nouer des contacts, et c'était pas un environnement dans lequel non plus je me sentais hyper bien, donc le tout a fait que j'ai pas cherché plus que ça, et même si j'avais cherché, je sais pas si j'aurais vraiment eu la possibilité. Et après, c'est aussi assez particulier. C'est très différent de la France. En France, on est un peu messi, tu vois. Les gens, ils sont pas à l'heure. Les trains, ils sont toujours en retard. Là-bas, c'est très carré. Ouais, c'est très carré. Par exemple, moi, j'habitais pas à Genève même, mais tu prends le train est en retard de 1 minute. Il y a vraiment marqué, le train arrive dans 1 minute. Et le train arrive vraiment dans 1 minute. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc c'est assez... C'est sûr que c'est pas comme ici. Non, c'est pas... Après, c'est très propre, c'est très... Mais moi, c'est trop, quoi. Ouais, c'est trop. Je trouve que ça manque de vie, ça manque de spontanéité. Enfin, j'ai pas trop aimé. Et mon expérience m'a confirmé que j'avais envie de voir un peu autre chose que du luxe. Ouais. J'avais fait tous mes stages là-dedans. Je m'étais un peu enfermée là-dedans. Donc, je finis mon stage. Je rentre à Paris, je suis très contente de rentrer à Paris. Tu sais, quand tu pars souvent, après quand tu reviens, t'apprécies encore plus, ce que t'as. Donc je reviens, je cherche du travail, je continue à postuler dans le luxe, mais sans grande conviction. Et j'ai une de mes meilleures copines qui s'appelle Inès, qui travaille en conseil dans un cabinet et qui propose de me coopter, parce que ça marche beaucoup comme ça en conseil. Okay. T'es coopté, donc tu vas être recommandé, on va passer ton CV, après les recruteurs vont t'appeler, et qui me coopte. Et moi je m'étais dit que ça pouvait être une opportunité justement de faire un peu autre chose, de m'ouvrir à autre chose et de sortir un peu du luxe. Et peut-être pour expliquer un peu ce que c'est, en quoi ça consiste le conseil, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas forcément. En fait, tu travailles en CDI dans un cabinet de conseil qui va te staffer dans des entreprises. Voilà, c'est ça. Généralement, c'est des entreprises du CAC 40 que tout le monde connaît, sur des missions avec des durées plus ou moins longues. Donc, ça peut être de quelques mois à plusieurs années, dépendant du type de la mission. Et l'objectif, c'est de venir accompagner le client
pour résoudre des problèmes et répondre à une problématique bien précise. En fait, quand tu es consultant, tu dois résoudre des problèmes. Et pour donner, c'est vrai que c'est un peu abstrait ce que je dis, mais pour donner une idée un peu plus concrète et précise, ça peut être, c'est des sujets très variés. Donc ça peut être par exemple participer à l'élaboration, la mise en place et le déploiement d'un logiciel pour une entreprise qui travaille dans l'immobilier. Ça peut être travailler pour une entreprise qui va mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle politique de performance et de rémunération et accompagner cette entreprise sur toute la stratégie de conduite du changement pour aider les salariés de l'entreprise et du groupe à mieux s'accoutumer à cette nouvelle politique en réalisant des formations, des démos, en réalisant des supports, etc. Donc en fait, c'est une très bonne formation et ça m'a beaucoup servi pour le droit parce que tu arrives dans un environnement, tu arrives chez un client, dans un secteur que tu connais pas forcément. Ouais. Et toi, tu as une équipe avec toi quand même ? Ça dépend en fait. Des fois, tu peux arriver sur une mission où tu es tout seul. Ouais. Mais évidemment, après, tu es quand même accompagné, tu as le client, tu as l'équipe dans laquelle tu es. Et des fois, tu peux arriver dans un dispositif où tu as d'autres consultants du cabinet. Et en fait, c'est quand même hyper formateur parce que tu dois monter en compétence sur un sujet que tu connais pas. Et ça t'apprend à développer des réflexes, à décortiquer un sujet, à dire « Ok, là, je connais rien, donc je dois tout apprendre. Comment est-ce que je vais gérer le sujet ? Comment est-ce que je vais comprendre les enjeux du secteur ? Comment est-ce que je vais tenir les délais ?» Donc pour ça, c'est quand même assez intéressant et c'est aussi stimulant parce que tu changes quand même assez souvent de clients, de secteur. Donc même pour ta culture personnelle, tu découvres différentes cultures d'entreprise, différents environnements. Et je pense que c'est très formateur de commencer sa carrière comme ça. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était quand même un métier de bureau. Ouais, on t'est enfermé toute la journée. Donc l'hiver, c'est parfois un peu déprimant. Tu vois, tu sors de chez toi le matin, il fait nuit. T'es enfermé toute la journée dans le bureau. Le soir, tu rentres, il fait nuit. T'as l'impression, j'exagère un peu, mais que tu vois, t'as pas vu la lumière du jour. C'est un peu déprimant. C'est des métiers où tu fais beaucoup de réunions, beaucoup de présentations, PPT, d'Excel. Et je me suis rendu compte que moi, ça me stimulait pas forcément intellectuellement. Je trouvais pas forcément de sens ni d'intérêt intellectuel. Et je voyais pas trop le... Après, t'es bien payé par contre, non ? Oui, c'est vrai que t'es bien payé. Tu peux quand même évoluer assez rapidement. Ouais. Parce que au-delà des missions, t'as aussi toute la partie investissement en interne, où tu peux manager une équipe de consultants, tu peux faire du business en participant à des appels d'offres. Un appel d'offres, c'est par exemple un client qui contacte le cabinet en disant j'ai une mission, et donc tu dois monter un dossier pour montrer que tu as vraiment une expertise sur tel sujet, proposer des profils, etc. Donc ça permet vraiment de développer un large panel de compétences. Tu peux faire partie aussi je ne saurais pas trop comment trouver un terme pour vulgariser ça, mais de sorte de groupe de travail pour te spécialiser sur des thématiques précises. Donc ça peut être en marketing digital, en e-commerce, en UX, tout ce qui est ergonomie, etc. Mais donc je me rends compte que je trouve pas forcément de sens. Et ça fait combien de temps l'activité, toi ? Ça fait plus de 6 ans. Ok. Et à côté de ça, je vois que j'ai des amis qui travaillent en entreprise, qui sont épanouis dans ce qu'ils font. Toi, tu te sens pas épanouie ? Je me sens pas trop, et je me sens pas à ma place en fait. Okay. Et je commence à réfléchir, mais ça prend du temps, donc je commence à réfléchir à ce que j'aimerais faire. Et moi, je suis quelqu'un je pense que c'est mon côté hypersensible, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'analyse beaucoup les choses.
C'est pas toujours une qualité, c'est un peu fatigant parfois. Ouais, non, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Des fois, c'est bien de poser le cerveau, mais... Ouais. Des fois, j'aimerais bien être cette personne qui fait un job et qui se pose pas de questions et qui est juste contente de faire son travail et d'avoir sa vie à côté. Mais donc, je commence à réfléchir et je réfléchis à ce que j'aimais faire. Et aussi à ce dans quoi j'étais vraiment douée. Il y a un concept, je sais pas si tu connais, ça s'appelle la zone de génie. En fait, je connais pas du tout. C'est ce pourquoi on est vraiment bon, mais en fournissant le minimum d'efforts. Ok. Mais attends, t'as découvert ça comment ? C'est un concept connu ? Alors, je crois que c'est en écoutant un podcast de Pauline Léniaud qui parlait de ça. Je connais pas du tout. Et je sais plus de quel épisode c'était, mais hyper intéressant. Et apparemment, on a tous une zone de génie et c'est un peu ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on est venu au monde et il faut parvenir à la trouver. Et... Bon, après, il faut réussir à la trouver. Mais c'est hyper intéressant. Et donc, c'était un long travail. J'ai réfléchi à tout ça et je me suis rendu compte que moi, ce que je voulais, c'était un métier qui me stimule plus intellectuellement. Et quand je dis ça, je dénigre pas du tout les métiers d'entreprise. Je dis juste vraiment par rapport à moi. À toi, tes envies, quoi. Voilà. Je voulais écrire. J'avais envie d'un métier où ce que j'aime beaucoup écrire, où j'ai plus où je puisse davantage mettre en valeur mes aptitudes rédactionnelles. Parce que dans le métier de conseil, honnêtement, à part rédiger des mails, tu faire des presses. Oui, non, tu rédiges pas. Et je voulais aussi un métier où j'apporte une vraie valeur à la société, où j'ai un impact et un métier qui soit plus humain. Et en fait, c'est comme ça que peu à peu, le droit a germé un peu, cette idée de droit, de reprendre des études en droit a germé dans ma tête. C'était en quelle année ça En 2023. Ok. Et je me réveille un matin et tu sais, des fois, je sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais t'es bloqué pendant hyper longtemps sur quelque chose, tu réfléchis et t'arrives pas à trouver une solution. Et je pense que ça a mûri dans ta tête. Et un jour, tu te réveilles et t'as le déclic. Et c'est comme si tous les mois où t'étais bloqué à pas vraiment savoir et à pas trouver d'issue avaient porté leurs fruits. Et donc un matin, je me réveille et je me dis, en fait, je sais ce que je vais faire et je vais reprendre des études en droit. Et donc je regarde, je me rappelle, c'était au mois de mai, je commence à me renseigner. Et parfois la vie est bien faite et je vois que les inscriptions étaient encore ouvertes à Assas. Et en fait, il y a de plus en plus d'universités qui proposent ce genre de dispositif. C'est des cours du soir ? Non, en fait, c'est une licence, ils appellent ça la licence numérique. Donc c'est entièrement en distanciel. Donc tu as tous les cours qui sont sous forme de vidéo, donc c'est du e-learning. Et après, tu as des échéances, donc tu as des devoirs, des TD à rendre. Tu as des endroits, on appelle ça des galops d'essai. Donc souvent, c'était le dimanche, où tu dois te connecter à une heure précise. Tu as le sujet à une heure précise et tu as 2 heures, 3 heures pour composer. Et tu dois déposer ton devoir sur la plateforme avant une certaine heure. Et par contre, les partiels étaient en présentiel. Donc tu t'organisais comment toi ? Je posais des jours de congé pour les enfin je disais que je partais en vacances et j'utilisais mes jours de congé pour passer des partiels. Et j'ai intégré directement en 3e année de licence parce que je me suis dit les études de droit c'est des études qui sont longues et difficiles. J'avais 28 ans je crois quand j'ai repris. Donc, je me suis dit, si ça permet de gagner 2 ans, c'est toujours ça de prix. Et j'ai obtenu mon équivalence et je suis directement rentrée en L3. Et franchement, c'était vraiment dur. J'imagine. C'était vraiment dur. Surtout que ce que j'ai pas précisé, c'est que je continuais à travailler à côté. Et j'avais quand même un travail, en conseil, c'est quand même assez prenant. Donc c'était vraiment dur. Après, je regrette pas d'avoir pris la décision parce que je pense que d'habitude, je suis quelqu'un de plutôt réfléchi. Là, quand j'ai pris la décision, je me suis dit... C'était un peu une décision impulsive. Je me suis dit, allez, je m'inscris.
Et je pense que j'ai bien fait de pas trop... mais t'es allée au bout, donc c'est... Je pense que j'ai bien fait de pas trop me poser de questions, parce que sinon, si j'avais su ce qui m'attendait, je pense que j'aurais pas fait. Parce que... Mais attends, tu faisais des journées de combien, du coup ? Alors, à cette époque-là, j'étais dans une mission où j'avais pas mal de télétravail, donc ça me permettait de m'organiser, dans le sens où je me levais plus tôt le matin, et je travaillais... Genre à quelle heure ? 6 heures, et je commençais à travailler avant ma journée de travail. Des fois, j'utilisais ma pause déjeuner aussi. Et le soir, par exemple, tu vois, quand tu finis à 18h et que tu es en télétravail, à 18h30, tu peux commencer à réviser et tu fais 18h30, je sais pas, 23h30. Mais franchement, c'est dense. C'est vraiment dense. Et je pense que c'est important aussi de dire que des fois, on peut avoir un peu la vision fantasmée de se dire... des gens qui se reconvertissent, qui réussissent tout ce qu'ils font, mais il faut aussi se rendre compte que c'est du travail, quoi. Et c'est beaucoup de sacrifices, c'est vraiment beaucoup de sacrifices, et il faut vraiment le vouloir pour le faire. Parce que sur le papier, quand on le dit, les gens sont admiratifs, etc., mais on se rend pas compte de à quel point c'est difficile, et à quel point il faut vraiment avoir les épaules pour, il faut vraiment avoir du mental pour... se lever tous les matins et réussir à s'imposer ce rythme. Par exemple, moi, j'avais plus de week-end, j'avais plus de vacances. Donc t'as mis ta vie perso de côté, quoi. Ouais. Enfin, de temps en temps, je faisais des trucs, mais tout était timé. Ouais. Je me levais le week-end. Bon, des fois, quand je sentais que j'en pouvais plus, je prenais une journée, une après-midi et tout. Mais je veux dire, c'est tellement dense. En plus, je faisais pas ça à 100%, vu que j'avais un travail. Dès que je me levais le matin, tout était timé. Pareil, le soir, c'était vraiment très fatigant. Et maintenant, quand j'y repense, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Parce que là, t'es diplômée, du coup ? Ouais, alors du coup, j'ai validé ma licence en 2 ans. Ok. Félicitations. Merci. En juin 2024. Ce que j'ai fait, c'est que le premier semestre, j'ai eu des notes, franchement, qui étaient catastrophiques, parce que je savais pas... j'ai peut-être dû avoir un 10 dans une matière, mais sinon, franchement, c'était pas brillant du tout. Et je pense que j'avais pas compris comment il fallait travailler. J'avais pas la bonne méthode. Parce qu'en fait, en droit, ce qui compte, c'est pas tant la quantité de travail que tu vas fournir, mais il faut avoir une vraie stratégie. Okay. Et il faut vraiment être efficace. Vaut mieux travailler 2 heures et être efficace que te bourrer le crâne pendant 5 heures. Tu vois, franchement, ça sert à rien. Tu vas juste être énervé, fatigué, et je pense que ton travail va pas réellement porter ses fruits. Et en fait, l'erreur que j'ai faite au début, c'est que j'avais beaucoup de matières, j'avais 6 ou 7 matières, et je voulais tout travailler. Et du coup, je travaillais tout en surface, et j'approfondissais aucune matière. Et donc forcément, j'avais pas des notes qui étaient terribles. Et après, j'ai pris une prof de droit que j'ai trouvée sur Superprof, qui était avocate, qui venait juste d'être avocate. Donc en fait, c'était bien parce qu'elle avait passé le barreau il y a pas longtemps, donc elle avait encore en tête les exigences, etc. Et qui m'a vraiment appris à travailler, qui m'a expliqué comment on lisait un code, comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser de façon intelligente, comment apprendre ses cours. En fait, tu peux pas tout apprendre. Moi, je croyais qu'il fallait que j'apprenne tout par cœur, mais tu peux pas tout apprendre par cœur. Il y a trop de choses et tu vas te perdre. Donc, il faut apprendre de façon intelligente. Il faut apprendre avec son code en optimisant, en se disant que tu sais que tel sujet, ça correspond à telle partie dans le code. T'as pas besoin de retenir tout le détail parce que tu vas mettre tel post-it et tu sauras que le jour de l'examen, tu ouvres ton code à cet endroit et tu vas trouver les informations dont tu as besoin. Et ce qui est important aussi, c'est de beaucoup pratiquer, de faire... Il y avait des cours que j'apprenais juste en faisant des annales. Et c'est ça, en fait. Il faut pas travailler... Le droit, c'est très scolaire. Et en même temps, si tu veux réussir, il faut pas travailler de façon trop scolaire. Parce que on te demande d'avoir une masse de connaissances assez significative. Mais en même temps, il faut quand même être capable de prendre du recul et d'apporter de l'intelligence dans les connaissances et de les organiser, de les ordonner et de montrer que tu comprends en fait ce que tu restitues. Si tu te contentes juste de réciter par cœur,
En plus, tu vas sûrement faire un hors-sujet parce que tu vas vouloir sortir tout ce que tu sais. Ouais. Ça pourra pas marcher. Mais en fait, ça, tu peux pas le savoir tant que... Il faut faire des erreurs, il faut avoir des échecs, il faut avoir des mauvaises notes. Et après, au fur et à mesure, tu construis ta méthode de travail. Donc, le premier semestre était catastrophique. Le deuxième, je mets en place une stratégie et je me dis, je vais pas réussir à valider mon année cette année, mais je vais essayer de valider quelques matières. Ouais. Et puis, je validerai la suite l'année prochaine. Je veux pas me mettre trop de pression. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et la deuxième année, il devait me rester peut-être 3 matières au premier semestre et quelques matières au deuxième semestre. Et en plus, je suis arrivée, j'avais une méthode de travail qui était un peu plus rodée. Bon, ça a quand même été hyper dur. Grâce à ta prof ? Ouais, grâce à ma prof que j'ai continué à avoir au deuxième semestre. Enfin, la deuxième année, je veux dire. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir mon... Et j'avais beaucoup progressé au deuxième semestre. Enfin, quand je dis... Bon, après, ça reste à ça, le niveau d'exigence est assez élevé et tu peux pas avoir... Il y en a qui arrivent, hein, mais... Quand tu peux pas avoir des méga notes, quoi. Voilà, mais j'avais validé mon deuxième semestre avec, je sais plus, je crois que j'avais 12, tu vois, et en vrai, c'est quand même, c'est quand même bien. Et ensuite, je sors de ces 2 années, je suis très fatiguée. J'étais vraiment très très fatiguée. C'était il y a pas longtemps, du coup. C'était 2024. Okay. Donc j'étais vraiment très fatiguée. Et je pense que j'avais besoin de temps pour me reposer. Et aussi, ces 2 ans où j'étais vraiment tout le temps sous l'eau. J'étais tout le temps sous l'eau et j'avais pas le temps en fait de prendre du recul. Ou t'avais pas peur de faire un burn-out ? En vrai, dès que je sentais que la limite commençait à être un peu atteinte, j'essayais de lever un peu le pied. Même si c'était pas forcément facile à faire, parce qu'en droit, tu peux pas trop lever le pied, parce que par exemple, si pendant une semaine tu fais rien, tu t'accumules trop de retard, après tu peux plus rattraper. Ah ouais ? Ouais. Donc j'ai essayé quand même de me ménager quelques moments, de continuer à faire un peu de sport, etc. Mais c'était assez difficile. Après, j'ai une grosse capacité de travail. Donc, mais je l'ai payé après. C'est-à-dire que j'étais vraiment fatiguée et je sentais que j'avais besoin de faire une pause et j'avais besoin aussi de prendre du recul pour vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Ouais. Parce qu'au début, quand j'ai repris mes études de droit, je destinais plutôt au métier d'avocate. Okay. Moi, je voulais faire du droit pénal. Mais j'ai réfléchi, je me suis renseignée sur la réalité du métier et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément ce qui me correspondait. Et finalement, je me suis dit que j'avais plutôt envie de tenter les concours de la magistrature. Ok. Et tu vas les tenter quand, du coup ? Cette année. Ah ouais. Donc là, je me suis inscrite à une préparation. Okay. Les cours j'ai reçu mes cours cette semaine. Et les cours commencent mi-octobre. Et donc, c'est juste que... Enfin, c'est assez intense parce que c'est 9 mois de préparation. Les écrits sont en mai. Ouais. En fait, tu as les écrits en mai... Tu as les résultats d'admissibilité en juillet. Cette année, je crois que c'était le 24 juillet. Okay. Et ensuite, tu as les oraux dans la foulée. Et après, tu as les résultats d'admission définitive en décembre. Okay. Début décembre, je crois. Et ensuite, si tu es admis, tu intègres l'ENM, donc l'École nationale de la magistrature qui est à Bordeaux, en février. Ok. Donc là, tu arrêterais ton travail pour le coup ? Ouais. Et là, je vais continuer pour l'instant à mener les 2 de front parce que je veux aussi voir si ça me plaît. Ouais. Parce que je pense que c'est différent de suivre les cours d'une licence et de préparer le concours de la magistrature. Le contenu n'est pas le même, c'est pas forcément les mêmes épreuves, les mêmes exigences. Donc j'ai aussi envie de me confronter à ça pour vraiment être sûre, parce que c'est quand même un risque qui est assez important. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer à mener les 2 de front, même si c'est pas forcément
évident, Ouais, mais c'est ça me permet aussi je prends ça un peu comme une année de test, je veux pas non plus me mettre trop de pression, mais je me dis que ça me permettra déjà de voir si ça me plaît et de me voir si je suis suffisamment motivée pour m'investir et mettre l'énergie et les efforts nécessaires pour réussir le concours. Après, ce qu'il faut savoir, ce qui est bien, c'est que contrairement au barreau, ils ont modifié la législation et en fait, t'as plus maintenant de nombre limite de fois pour passer le concours. Ah ouais, le barreau, ça c'est horrible. Hein. Le barreau, c'est 3 fois. Et je trouve que c'est horrible parce que, en fait, je trouve que ça te met une pression. En fait, tu le passes une fois. Et puis tu donnes toute ta vie pour passer le barreau et tu le rates une fois, 2 fois, 3 fois et après, en fait, c'est terminé quoi. Et il y a des gens qui, je pense, sont frustrés parce qu'en fait, ils l'ont passé 3 fois, ils l'ont pas eu et en plus, tu le passes et je trouve que ça te met un stress dans ta tête en fait parce que tu dis, là, je suis en train d'utiliser une de mes chances et si je réussis pas... C'est une vie en moins quoi. C'est tellement de travail, c'est vraiment dur. Et donc avant, il y avait la même chose pour la magistrature. Il y avait 3 fois et maintenant, il n'y a plus de limite. Bon, après, l'objectif, c'est pas non plus de le passer 10 fois, hein, mais oui, ça enlève un stress. Mais ça enlève un stress. Et en fait, l'État manque de magistrats, donc ils essayent d'élargir les modes de recrutement. Et donc en fait aujourd'hui tu as 3 concours. Tu as le premier concours qui est le concours pour lequel il y a le plus de place. C'est le concours pour lequel... c'est le concours que présentent les étudiants qui ont un parcours assez classique, qui ont fait une licence de droit, un master en droit et qui passent le concours à, je sais pas, 23, 24 ans. Ensuite, tu as le deuxième concours, qui est le concours professionnel. Donc là, c'est plutôt pour des personnes qui travaillent déjà dans le milieu du droit. Donc par exemple, des avocats qui veulent se reconvertir, des juristes, ce genre de profession. Et après, tu as le troisième concours pour les personnes qui sont un peu dans le même cas de figure que moi et qui travaillent dans le secteur privé depuis, je crois, 5 ans. Et en fait, ils ont assoupli les règles pour le troisième concours parce qu'avant, il fallait avoir travaillé 8 ans dans le privé. Ah ouais. Maintenant, je crois que c'est 4 ou 5 ans. Et il y avait aussi une limite d'âge qu'ils ont... C'était quoi qu'ils ont assoupli. Je crois que j'ai dit des bêtises. La limite d'âge, c'était pour le premier concours. Ok. Pour le premier concours, c'était... je crois qu'il fallait être âgé au plus de 30 ans ou 31 ans. Et maintenant, ils ont assoupli à 50 ans. Parce que justement, il manque de magistrats. Donc, ils essayent d'assouplir les règles pour... c'est pas mal ça en vrai. Ouais, pour attirer plus de monde. Okay. Et justement, pour aussi recruter des profils qui sont un peu différents. Mais d'ailleurs, ça, c'était un sujet auquel je pensais, c'est que je me disais... moi, je trouve que devenir magistrat à 24 ou 25 ans, c'est hyper jeune. Et je me dis que moi, à 25 ans, je ne sais pas si j'aurais eu la maturité d'endosser des responsabilités. Parce que tu prends des décisions qui ont un vrai impact sur la vie des gens. Et à moins d'avoir un vécu ou une histoire ou un parcours de vie qui fait que t'as dû être... qui est atypique ou qui a vécu vraiment des choses. Qui t'ont marqué, qui font que tu dois être... que tu es très... que tu es très mature, que tu as beaucoup de recul. Honnêtement, à 25 ans, moi, j'aurais pas été capable de... Enfin, j'aurais pas eu la maturité de prendre ce genre de décision. Parce que là, c'est pas tu fais un PPT ou un Excel, tu te trompes de ligne et tu rentres chez toi et tu dors tranquillement. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, c'est la vie des gens, quoi. C'est la vie des gens, c'est aussi Enfin, ça a un impact sur la société, sur... le sens dans lequel va la justice. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes enjeux. Je pense que c'est aussi un métier où quand tu rentres chez toi le soir, tu penses encore à ce que tu as vu la journée. Et toi, c'est quoi justement qui t'a donné envie de t'accrocher pendant les années où tu validais ta licence et où genre t'avais plus de vie Déjà, je suis quelqu'un de très persévérant. Ouais. Donc en fait, quand je fais quelque chose, je veux toujours aller au bout de ce que je fais.
même si c'est difficile, même si je suis dans le dur, etc. Parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Ouais. Et je me dis, il faut toujours se donner à 200% dans ce qu'on fait. Parce qu'au moins t'as été jusqu'au bout des choses et après ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, c'est que ça t'était pas destiné. Ouais. Mais au moins tu sais que t'as fait ce qu'il fallait. Et après la deuxième chose, c'est que même si c'est difficile, les études me plaisaient beaucoup. Enfin, ça dépend des matières, mais il y a des matières qui me plaisaient vraiment. Et je me disais que si mon métier, j'arrivais à faire de ça mon métier, je me lèverais le matin et je serais hyper heureuse tous les jours. Et je sentais aussi que c'était vraiment ça qui me faisait vibrer. Et en fait, je pense que des fois, même quand c'est dur, même si tu dois travailler beaucoup, même si tu dois faire des sacrifices, quand tu fais quelque chose qui te fait vraiment vibrer, tu vois, je me levais le matin et c'était un peu excitant, même si c'était difficile et qu'il y avait des jours où voilà, j'en avais marre et je me disais pourquoi je m'en fiche ça, tu vois. Ouais. Mais c'était... Je pense que des fois, on a une énergie insoupçonnée qui se développe, qui émane de nous, et une force insoupçonnée qui émane de nous quand on fait des choses qui nous passionnent et qui nous plaisent vraiment. Alors qu'en fait, des fois, t'es dans un travail où t'es un peu éteint, t'es pas très épanoui. Et du coup, ça prend ton énergie. Ouais, et t'as l'impression que t'as perdu un peu ta petite étincelle, t'as plus trop envie de faire des choses. Limite, tu rentres chez toi à 19h, tu vois, t'as la flemme, etc. Alors qu'en fait, là, j'avais des journées hyper chargées, mais j'avais une énergie insoupçonnée pour faire 3 journées en une. Et t'as été soutenue ou pas par ta famille ou tes amis ? Ouais, j'étais soutenue. Après, c'était pas évident dans le sens où je me sens, même si j'étais soutenue et entourée, etc., y avait quand même un décalage. Les gens comprennent pas forcément toujours trop. Et puis, les parents sont un peu dans la génération où ils ont un peu du mal à comprendre que t'as un bon job, tu gagnes bien ta vie, ça se passe bien, pourquoi est-ce que tu voudrais changer ? Et il y avait aussi un décalage où t'arrives en fin de vingtaine, les gens ils commencent à se marier, à acheter des appartements, etc. Et toi... tu reprends tes études. Ouais, toi tu reprends tes études. Et tu te dis... des fois, tu te sens un peu en décalage parce que les gens te proposent des choses et toi, t'es pas disponible et comprennent pas forcément parce qu'en fait, je pense que les gens se rendent pas compte de la charge et je dis pas ça négativement mais même moi, je pense qu'avant de reprendre mes études, je me rendais pas compte de la charge de travail et de la difficulté que c'était. Et les gens, ils se rendent pas compte que quand tu dis non pour un dîner de 2 heures, c'est que t'as pas le temps. Ils disent non, mais c'est bon, c'est juste un dîner. Sauf qu'en fait, t'as la préparation, t'as le trajet en métro. Tout était compté, toi, en plus. Tout était vraiment compté. Et même si c'était un soir où t'as pas prévu de travailler, en fait, tu vas rentrer tard, tu vas te coucher tard. Le lendemain, tu seras fatigué, donc tu vas pas pouvoir te lever tôt. Et du coup, tu vas être en décalage par rapport à ton planning. Donc il y avait un peu ce décalage. Et quand je voyais mes amis, etc., j'avais pas beaucoup de temps à leur accorder. Tu vois, c'était compté. Par exemple, j'allais prendre un café, c'est 2 heures, mais je surveille ma montre. Et du coup, t'étais pas vraiment dedans, quoi. Ouais, t'es pas vraiment dans le moment parce que limite, tu stresses un peu, tu culpabilises parce que tu penses à tout ce que tu dois faire. Et t'as ta to-do qui défile dans ta tête en disant « Ah là là, j'ai un cas pratique à rendre, il faut que je fiche mon cours de procédure civile, j'ai un TD à faire en droit des affaires, comment je vais faire, il est déjà midi, etc. » Alors qu'en fait, je pense que c'est aussi important. Et je pense que je vais pas faire les choses de la même façon cette année parce que je pense que il faut se forcer à garder une certaine hygiène de vie. Moi, je fais beaucoup de sport. Je pense que c'est important de continuer à le faire parce que ça permet aussi d'oxygéner ton cerveau, de prendre 1 heure pour toi où tu fais autre chose et tu vas pas penser à ça. Et quand tu t'y remets, t'es plus efficace, ta liste est plus claire. Tu t'es sentie seule à certains moments ? Un peu parce qu'en fait, comme en plus c'était une licence à distance. Ouais, tu vois personne. T'as peu de gens qui...
En fait, seule oui et non. Non, parce que j'étais quand même soutenue, mais oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour de toi qui vivent la même chose et qui, du coup, peuvent comprendre. Et même si les gens te soutiennent, il y a quand même une certaine limite parce qu'ils vivent pas pas la même chose que toi, ils comprennent pas les sacrifices que tu fais. Et puis eux, ils sont dans leur vie, donc oui, au final... Les gens, ils ont leur travail, ils font leur truc le week-end, ils comprennent pas forcément que toi, tu sois pas dispo, que tu mettes 3 semaines à répondre à un message, mais parce que vraiment, t'es sous l'eau et t'as pas le temps, que t'écoutes pas les vocaux que ta copine t'a fait, parce que juste, Donc des fois, oui, ça peut mener à certaines incompréhensions, malentendus, parce que t'es pas venu à l'anniversaire, parce que... mais juste, c'est parce que t'as pas le temps, en fait. Et tu dirais que ça t'a appris quoi sur toi, cette reprise d'études, du coup ? C'est dur comme question. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Je pense que déjà ça m'a rendue fière de moi. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Pour la confiance, l'estime de toi et tout, c'est génial. Ça m'a rendue fière de moi. Ça m'a montré que j'étais vraiment persévérante et que j'étais... Parce qu'en fait, tu sais, on a tous un peu ce côté où des fois t'as un peu des idées folles qui germent dans ta tête et tu te dis ouais, dans une autre vie je ferais ça, etc. Et en fait je me suis dit, bah moi je me suis pas contentée juste de le dire, je l'ai fait. Ouais. Et franchement c'est vraiment une fierté. Ouais, vraiment une grande source de fierté. Et je me dis, même si la magistrature ça marche pas ou que finalement je me rends compte que ça me plaît pas, bah au moins j'aurais pas de regrets parce que je sais que j'aurais essayé et que je me serais donné les moyens pour y parvenir. Ouais. Et après ça m'a aussi appris, déjà ça m'a appris ça, et ça m'a aussi appris, ça fait un peu écho à ce qu'on se disait, que des fois il faut quand même avoir un juste équilibre, qu'il faut savoir se ménager et qu'il faut, même si on a beaucoup de travail, c'est important de bien s'organiser et de conserver des moments pour soi. C'est-à-dire, je sais pas, faire du sport, aller boire un café, continuer quand même à avoir ses copines, avoir ses amis. Je pense que c'est important, c'est hyper important, ne serait-ce que pour le mental aussi. Et puis, je pense qu'on est plus efficace aussi. Ça te permet de voir d'autres choses. Et quand tu te remets sur ton travail et ce que tu dois faire, t'as l'esprit plus frais, t'as les idées plus claires. Si t'es admise à l'ENM, tu vas faire comment, du coup, pour vivre ? En fait, c'est ça qui est très bien, c'est que contrairement au barreau, en fait, devenir avocat, c'est un peu le parcours du combattant. Ouais. Et ça peut être très précarisant pour certaines personnes qui viennent pas de familles qui ont les moyens de les soutenir. Parce qu'en fait, déjà, les masters sont très très cher. C'est presque le prix d'une école. Enfin, certains masters, c'est presque le prix. Les masters, par exemple, en droit des affaires à ça, c'est 10 000, 15 000 euros l'année. C'est presque le prix. Tu fais 2 ans, c'est presque... Enfin, quoique le prix des écoles de commerce a beaucoup augmenté, mais c'est presque le prix des écoles de commerce. Il faut... Enfin, c'est pas une obligation, mais la plupart des gens qui passent le barreau payent une préparation. Je crois que c'est entre... 1500 et 2500 euros. Si t'as pas le barreau du premier coup, tu repayes la préparation plusieurs fois. Il faut être riche, quoi. Ouais, la robe d'avocat, c'est minimum 1000 euros. Ah ouais. Et quand t'es élève avocat, tu ne perçois pas de salaire. Okay. Donc, après, t'as des stages, mais ça dépend des stages. Si tu fais des stages, par exemple, que tu te destines plutôt à être avocat fiscaliste, ou être avocat en droit des affaires, tu peux très bien gagner en stage. Si tu veux être pénaliste, tu vas gagner 500 euros en stage. Et 500 euros pour vivre à Paris, honnêtement, c'est pas possible, tu vois. Et pareil, quand tu finis l'école du barreau, t'es pas garanti de trouver du travail. Enfin, selon, évidemment, il y a la spécialité, le type de droit vers lequel... tu t'es orienté, mais c'est beaucoup plus facile de trouver une collab quand tu es avocat en droit des affaires quand tu veux être pénaliste. Ça peut être très compliqué. Donc honnêtement, c'est un aspect aussi qu'il faut prendre en compte. Et en fait, magistrat, une fois que tu réussis le concours, tu as le statut d'élève fonctionnaire. Donc tu perçois un salaire. Ah, génial. Qui est pas énorme, mais
qui est à hauteur d'un SMIC, je crois, parce que c'est environ 3 ans. Et donc, tu alternes les périodes de formation et les périodes de stage. Okay. Et quand tu es en stage, tu as une rémunération qui est un petit peu plus élevée. Et après, le système est méritocratique. Après, évidemment, si tu as un carnet d'adresses et un réseau, ça t'aide. Mais tes premiers stages, c'est des affectations. Donc, tu vas faire des choix en disant que tu veux être dans telle ou telle juridiction de telle ou telle ville. Donc, tu fais un ordre de vœux et tu seras affecté selon les notes que tu as obtenues lors du concours d'entrée. D'accord. Et pareil, pour la première affectation, qui dure, je crois, 3 ans, c'est basé sur les notes. En fait, quand tu es avocat, tu passes le CAPA à la fin de l'école d'avocat et tu as un examen également à la fin de l'ENM et tu obtiens un certain nombre de notes et ces notes qui vont te permettre d'avoir ta première affectation. Donc en fait, c'est quand même assez avantageux parce que même si le concours est très difficile, déjà tu perçois quand même un salaire qui, même s'il n'est pas énorme, te permet tout de même de vivre. Et tu es garanti d'avoir un emploi à la sortie, même si, évidemment, ce n'est pas forcément la spécialité que tu as demandé, ce n'est pas forcément la ville ou la juridiction que tu veux, mais après, tu as la possibilité de changer au bout de 3 ans. Et ça, je trouve que c'est quand même assez rassurant, parce que je trouve que c'est aussi... il faut rêver, il ne faut pas perdre de vue ce qui nous fait vibrer, je pense que c'est hyper important, mais il faut aussi avoir un côté un peu... c'est beau de rêver, mais il faut aussi avoir une vision un peu plus terre à terre et réaliste des choses. En plus, les études de droit, c'est tellement difficile, c'est tellement de sacrifices, de temps, d'argent, etc., que si tu t'engages là-dedans, mais que tu sais que ça va être compliqué pour trouver quelque chose et pour vivre décemment, ça en vaut pas réellement la peine. Ouais. Et tu arrives à te projeter là sur le métier de magistrat, du coup ? J'arrive à me projeter. Je pense que j'arriverai encore plus quand je commencerai la préparation. Okay. Je pense que ça va venir de plus en plus. Mais c'est vrai que souvent, on parle beaucoup du pouvoir de la visualisation et de la manifestation. Moi, j'y crois beaucoup. Ouais, j'y crois à fond aussi. Et j'ai fait mon vision board au début de l'année. Et j'ai collé une photo de magistrate. Et des fois, je me visualise avec ma robe et tout. Et franchement, c'est important. Ouais, c'est important. Ça aide. Et souvent, ce qui me motive quand je suis un peu démotivée, je pense au jour où j'irai essayer ma robe pour la première fois et au jour... en fait, quand tu intègres l'ENM, t'as une cérémonie où tu prêtes serment, etc. Et à chaque fois, je pense à ce moment-là et je visualise ce moment-là et je me dis que ça vaut le coup de continuer et de se battre pour y arriver. Okay. Et dernière question pour toi, qu'est-ce qui brille en toi ? Je pense que ce qui brille en moi, c'est... Ça fait un peu écho à ce que je disais quand je me suis présentée, mais je pense que c'est la vie. Enfin, je suis quelqu'un je suis hyper active, j'ai une grande énergie vitale et je trouve que on a de la chance d'être en vie, d'être en bonne santé et on a souvent tendance à se plaindre, tu vois, des choses qui vont pas. Et je trouve que la vie est belle et elle nous réserve plein de surprises. Et aussi, ce que m'a montré cette expérience de reconversion, c'est qu'en fait, il ne faut pas se limiter ou se cantonner ou se laisser enfermer dans les carcans de la société, ce qu'on plaît à nous cloisonner. Et qu'en fait, les possibilités et les opportunités sont infinies quand on s'en donne les moyens et quand on est optimiste. Bravo en tout cas pour ton parcours, franchement c'est hyper inspirant. Merci beaucoup. Et merci d'être venu aujourd'hui pour Jeune et Brillant. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche ou en mettant 5 étoiles par exemple sur Spotify ou Amazon Music. Merci.